1941, Paris. Hôtel Ritz. Franchement, difficile de croire qu'on est en pleine guerre. Dans les salons du Ritz, tout brille, champagne, musique, robe Chanel, uniforme noir impeccable. Et au centre, une icône de la mode française, Coco Chanel. Tout semble parfait. Sauf si on sait qu'à quelques rues de là, des Parisiens meurent littéralement de faim, pendant que les invités du Ritz font la fête. C'est ça la guerre. Certains l'utilisent pour survivre, d'autres pour briller. On dit que les gagnants ne sont jamais jugés. Et après tout, qu'est-ce que ça change? Quelques sourires à des officiers allemands. Suffit-il d'un clin d'œil pour finir traité de collabo? Eh bien, oui. Surtout quand, des années plus tard, on découvre dans un vieux château à Vincennes des archives nazies. Et en 2016, l'État français décide de les déclassifier. Résultat, Coco Chanel était bel et bien agent des nazis et la maîtresse d'un haut responsable du ministère de la propagande du Troisième Reich. Et pourtant, tout avait commencé autrement. Un jour, je suis tombé sur un classement des liquides les plus chers au monde. Il y avait des poisons exotiques, des drogues rares, du sang de crabe, et puis un flacon carré rempli d'un liquide jaune, un parfum. Pas n'importe lequel. Chanel Nude 5. Ce parfum, c'est tout le XXe siècle en bouteille. Marilyn Monroe le portait. Il apparaît dans Le Maître et Marguerite, dans La main de diamant. Il a traversé les guerres, les procès, les vols de formules, et des générations entières de femmes en URSS étaient de prêtes à vendre 5 salaires pour s'en procurer. Mais la plus grosse addition, c'est Coco qui l'a payé. L'enfance de Coco? Un cauchemar. Gabrielle Chanel naît dans une famille très pauvre. Sa mère meurt jeune, son père l'abandonne dans un orphelinat. Là, les journées sont rudes. Peu de nourriture, beaucoup de règles, et une seule chose à faire, coudre des robes noires toutes simples pour les religieuses. Certaines auraient haï ces robes. Coco en a fait une légende. Elle transformera ce souvenir en l'iconique petite robe noire. Et ce n'est pas tout. Même le logo Chanel viendrait, paraît-il, des vitraux du couvent. Mais Coco apprend surtout une chose. Être pauvre, c'est humiliant. Elle fera tout pour ne plus jamais l'être. Plus tard, elle mentira sur son enfance, changera sa date de naissance, racontera que son père est parti chercher fortune en Amérique. Elle ne voulait pas qu'on l'associe à la misère. La scène, les hommes et la stratégie. À ses débuts, Coco chante dans un café pour militaires. Sa chanson préférée? Qui qu'a vu Coco? Et le surnom lui reste Coco. Un petit clin d'œil mignon, mais aussi une référence au mot cocotte, c'est-à-dire une femme entretenue. Et dans la société de l'époque, être l'amante d'un homme riche, c'est parfois la seule issue pour s'en sortir. Elle fréquente des hommes puissants. Étienne Balzan, un riche industriel, lui offre sa première boutique. Arthur Capel, surnommé Boy, est son grand amour et finance sa marque. Ensuite, un prince russe, un duc anglais, Stravinsky. Coco n'est pas naïve. Elle comprend très vite que les hommes influents ouvrent des portes. Et tant pis si ça dérange. Chanel Nude 5, l'arme de séduction massive. Elle veut un parfum unique, quelque chose de nouveau. Elle fait appel à Ernest Beau, un parfumeur d'origine française qui travaillait à Moscou avant la Révolution. Il lui fait plusieurs essais. Coco choisit le 5e, son chiffre fétiche. Le destin? Mais voilà, produire du parfum, c'est coûteux. Elle signe un contrat avec les frères Wertheimer, 2 industriels juifs. Mauvais deal, 70% pour eux, 20% pour l'intermédiaire, 10% pour Coco. Elle s'en mordra les doigts. Elle attaque en justice, supplie. Rien à faire. Elle promet de se venger et attend son heure. Et l'heure arrive avec la guerre. 1940. Les nazis entrent dans Paris. Les Wertheimer fuient aux États-Unis. Coco reste. Elle loge au Ritz, dîne dans les plus beaux restaurants. Son nouveau compagnon? Le baron von Dinklage, espion nazi. Et oui, elle devient agent des services allemands. Son objectif? Récupérer la marque Chanel Nude 5. Elle espère que, grâce aux nazis, elle pourra déposséder les Wertheimer. Mais le plan échoue. Le parfum reste hors de portée. Pendant ce temps, Paris meurt de faim.
Les rations sont ridicules. Les vieux n'ont même pas droit à une portion. Les enfants meurent, les queues sont interminables. Mais Coco, elle, vit dans le luxe. Champagne, dîner, velours, tout est payé par ses amis nazis. Et après la guerre, chute brutale. 1944. Paris est libéré. Les collaborateurs sont arrêtés, tondus, humiliés publiquement. Coco est emmenée en prison. Mais elle a un ami très influent, Winston Churchill. Grâce à lui, elle est libérée, à une condition. Quitter la France. Elle part en Suisse. 9 ans d'exil. Triste, oubliée. Mais pas ruinée. Les Wertheimer, par pitié ou stratégie, lui rachètent sa part du contrat, payent ses dettes et lui versent une pension à vie. Retour en grâce. 1954. Elle a 71 ans. Paris la regarde avec méfiance. Ses 3 premières collections sont boudées. Mais elle ne lâche rien. Elle bosse, encore et encore. Et finit par reconquérir le monde. Elle crée un autre chef-d'œuvre, le tailleur en tweed. Encore porté aujourd'hui, avec perles, comme elle l'aimait. Son dernier refuge, la rue Cambon, là où elle a vécu, cousu, aimé. Son appartement est intact. Paravent chinois, escalier au miroir déformant, livres, tableaux de Picasso, cadeaux de Stravinsky. Chanel meurt en 1971 dans sa chambre du Ritz. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle a laissé une légende. Et aujourd'hui, les parfums et la maison Chanel appartiennent encore à la famille des frères Wertheimer.